Stanislas Samoa, bonjour. Bonjour à vous, Maury Agua. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc, aujourd'hui, vous avez suivi quoi de neuf, tout ce que les journaux ont écrit, mais je suis intéressé par la une du quotidien Les Quatre Vérités. Les Quatre Vérités où l'on voit la photo de la présidente de l'INF, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, affichée. Et puis le journal écrit, Claudine Prudencio appelle à la consolidation de la paix, la concorde et l'unité nationale. Je vois quand même qu'il y a des mots forts qui ont été utilisés comme la paix, consolidation, la concorde et l'unité nationale. C'est à croire que il y avait un problème, puisque jusque-là, le Bénin a organisé ses élections et tout, mais elle exprime quand même une volonté, c'est qu'un souhait ardent de voir un fort taux de femmes élues à l'Assemblée nationale, 9e mandature. Les femmes n'ont pas été souvent présentes à ces rendez-vous-là, c'est cela, ça moi. Oui, il faut dire que déjà, il y a deux versants dans cette sortie de la présidente de l'Institut national des femmes. Déjà, elle parle de la paix parce que vous savez que la paix, c'est une denrée dont la consolidation est un travail permanent. Aucun pays au monde ne peut se dire qu'il est en paix, donc il faut croiser les bras. Et quand on voit un peu le contexte des élections législatives, le contexte de ce que nous avons vécu déjà en 2019, un spectre qu'on ne voudrait pas revivre forcément, tous les remous qu'il y a eu, quand on voit ça, et qu'aujourd'hui, en 2023, il y a quand même un certain apaisement au niveau du climat social, on voit certaines formations politiques qui sont dans le starting block et qui réjouissent une partie de la population. Il faut donc travailler à consolider cette paix-là chèrement acquise. Vous savez aussi bien que moi que selon l'ancien président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et qui dit comportement dit acte qu'il faut poser à tous les niveaux de la vie sociale pour consolider cette denrée-là qui est rare. Et je l'avais dit ici déjà en plateau que quand ça éclate, on ne le souhaite pas, quand ça éclate, ça ne connaît ni mouvance ni opposition. La balle qui sort d'un fusil ne connaît ni chef d'État, ni subalterne, ni planton, ni journaliste. Si le chef de l'État n'est pas dans son avion en partant vers l'asile, oui, tout à fait. Encore que on ne sait jamais. Et donc, c'est pour dire que la paix, c'est tout le monde qui doit travailler à unifier, à l'unité, à renforcer davantage cette denrée-là. Et quand Claudine Prudencio parle de la consolidation, ça veut dire que ça existe déjà. Donc, on ne consolide que l'existant. La paix, nous l'avons. Mais nous n'allons pas dormir sur notre laurier. Nous devons travailler à consolider cela, consolider la concorde et l'unité nationale, parce que justement, c'est dans l'unité que nous pouvons construire notre pays. Et c'est normal qu'elle parle de la représentativité des femmes. Pourquoi? Déjà parce qu'elle est femme. Oui. Et deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir que la loi, les tests en la matière donnent tout au moins 24 sièges aux femmes à l'Assemblée nationale à partir du 8 janvier 2023. Donc, les femmes ont droit à tout au moins 24 sièges sur les 109 que comptera désormais l'hémicycle. Et donc, par rapport à ça, Claudine Prudencio exprime son souhait de voir plus de femmes élues à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que elle est en tant que présidente de l'Institut national de la femme. Vous savez aussi que cet institut promeut... Si je vous entends, cette, comment ils appellent ça, cette discrimination, cette positive, qui déjà dresse le lit de la représentativité des femmes à l'Assemblée nationale est déjà un acquis, si je peux le dire. Oui, c'est un acquis parce que, qu'on le veuille ou pas, on aura au moins 24 femmes à l'Assemblée nationale. Oui. Et les différents positionnements des partis politiques concourent à ça. On aura au moins 24. Mais elle voudrait qu'on aille au-delà. Oui, et cela rejoint le souhait du chef de l'État face aux députés jeudi dernier, quand il souhaite lui-même que, il voudrait à sa prochaine arrivée à l'hémicycle voir plus de femmes que d'habitude. Oui, mais il a exprimé. Nous promettent qu'après les législatives, on aura, comment on dit, 50% de femmes dans son gouvernement.
Je parle du président de la Ah, République. d'accord, oui, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est un débat qu'on avait fait en début de mandat où il parlait de l'approche du genre. Oui, mais vous savez aussi qu'en matière décisionnelle, quand vous n'avez pas les compétences que vous voulez forcément au niveau des femmes, vous êtes obligé de composer avec les hommes. Donc un effort est fait. Mais je pense que les partis politiques le savent. On aura au moins 24 femmes à l'Assemblée nationale. Mais si on peut en avoir plus, on ne s'en priverait pas parce que c'est aussi une bonne chose. Nous avons des femmes capables au Bénin, des femmes intelligentes qui puissent débattre de l'actualité, qui puissent faire des propositions conséquentes pour notre pays. Absolument. À la une du quotidien, toujours, hein, je parle du quotidien, les 4 vérités, on nous parle de situation des personnes handicapées au Bénin. Paul Rumpet déplore et s'indigne. Je ne voudrais pas forcément me pencher sur la situation des personnes handicapées au Bénin, mais on remarque quand même que le chef de file de l'opposition donne de la voix ces derniers jours. Est-ce l'approche des élections qui l'amène maintenant à sortir de son silence ou de son indifférence, si on peut le dire, qui vous souviennent qu'il y a quelques jours, il s'est déjà prononcé sur donc, cette question de revalorisation salariale, mais également il se prononce sur la situation des personnes handicapées au Bénin et il s'indigne, Stanislas Sambwa. Oui, vous savez, pour qui connaît Paul Rumpet, on le sait assez discret. C'est une manière de solliciter la voix des personnes handicapées pour les élections prochaines. Vous savez, tout est possible quand vous êtes acteur politique et que nous sommes à l'approche des élections et que la campagne va s'ouvrir dans quelques jours. On ne peut pas ne pas essayer de faire un alliage, même si ouvertement Paul Rumpet n'a pas parlé de ça. Mais pour qui connaît le personnage... Est-ce que le chef de l'État a dit que la revalorisation salariale, c'était pour certains affaires électoralistes? Mais lui, il le qualifie ainsi. Donc, nous-mêmes, on peut se permettre de dire que oui, son indignation face à la situation des personnes handicapées, c'est aussi à des fins électoralistes. Oui, on peut faire des analyses, c'est ce que je dis, on peut faire des analyses, mais rien ne le prouve. C'est vrai que pour qui connaît Paul Rumpet, c'est un monsieur assez discret, assez effacé, et même il lui a été souvent fait le reproche de ce qu'il n'opine pas très souvent sur les sujets de l'actualité. Et en réponse à ses détracteurs, il disait aussi souvent que bon, il n'est pas là pour taper du poing sur la table et que lui, il est dans une opposition constructive, il n'est pas là pour crier tout le temps. Et donc, quand on voit Paul Rumpet dans cette posture qui, comme vous l'avez si bien rappelé depuis quelques jours, eh bien, opine sur certains sujets, parle des personnes handicapées, j'ose croire que ce n'est pas forcément à cause des élections qui pointent à l'horizon qu'il en parle, mais que véritablement, il a ce souci-là des personnes handicapées, ce souci du bien-être, du mieux-être de ces personnes-là qui, au-delà de tout, font partie de la société béninoise et qui doivent être utiles à la construction de notre nation. Et donc... Et qui lui seront redevables aux élections. C'est possible, mais bon, vous savez, on n'y est pas encore. C'est le chef de file de l'opposition, oui, c'est un Béninois qui parle. Pour vous chahuter. Et même vous qui êtes là, Maury Agua, les personnes handicapées, ça peut vous faire... vous pouvez avoir quand même une pensée pour elle. On est très sensible. Voilà, on est sensible. Pour être un peu plus sérieux, oui. Vous le remarquez, ces personnes handicapées, bien sûr, par exemple à l'université d'Abomey-Calavi, c'était des gens à qui un bâtiment était réservé, par exemple. Je ne sais pas si ça continue, et je ne sais pas si on continue de leur accorder une place de choix, mais c'est des gens envers qui il faut avoir quand même une attention particulière, surtout leur intégration dans la société, dans l'administration. Vous voyez par exemple nos infrastructures telles que ça se fait, ça ne tient pas compte forcément des personnes handicapées. C'est comme s'il n'y en a pas dans la société, ils font des revendications et ils n'ont forcément pas satisfaction. Et nous devons tous donc y faire attention et donc prêter une attention particulière à ces personnes-là. Oui, vous savez, les personnes handicapées font partie intégrante de notre société, qu'on soit au Bénin ou ailleurs. Et il y a que plusieurs types de handicaps sont présents dans notre société, dans notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, il faut souligner qu'ils sont capables également de faire tout ce que
les autres oui, tout ce que les physiquement personnes dites normales normaux peuvent faire. Et Tout à hier, il y a je crois que c'est un Béninois, non, un non-voyant qui a soutenu sa thèse de doctorat en France. Wow. Je ne sais pas si vous êtes Je au courant. n'avais pas l'information. Oui, il est docteur, je vais fouiller et puis on va en parler avant la fin de l'émission. D'accord. Oui, c'est dit que les personnes handicapées sont utiles à la société. Ce que moi, je voudrais juste dire, c'est que dans nos habitudes, il faudrait qu'on les intègre parce que très souvent, ces personnes-là ont été délaissées par la société, écartées quand il y a des services ou quand il y a des avantages à attribuer. Et donc, il faut les réintégrer dans notre vie sociale, savoir qu'ils sont comme nous. Et un plus sage que moi dira que autant que nous sommes, nous avons un handicap. C'est vrai que pour les autres, c'est peut-être plus visible, voilà, mais chacun de nous porte en lui quelque part un handicap. Et il faudrait... Il l'ignore peut-être, voilà. Donc, il faudrait faire très, très attention. Et mieux, pour les constructions, moi, je voudrais parler des constructions, les bâtiments administratifs, par exemple, où il y a des escaliers, l'ascenseur. Il faut prévoir une issue aussi de passage pour les personnes handicapées physiques, voilà, ou qui sont en fauteuil roulant, qui vont accéder à des services. Vous voyez les bus, par exemple, rien n'est prévu. Voilà, rien n'est prévu, voilà. Et même au niveau des services de l'État ou, ou pour les services privés, quand vous allez au niveau des banques, par exemple, il faudrait leur prévoir une issue là, à part voilà, pour qu'ils puissent se servir vite. Rapidement, et puis, c'est pourquoi pas le moment d'appeler les personnes à leur céder le passage, à ne pas les laisser faire le rang et tout ça. On ne peut pas les traiter au même titre que les autres, ce n'est pas possible. Donc, il faudrait prévoir les constructions de ce type-là. Moi, j'ai vu en Europe, il y a des stades dans lesquels, des stades de football dans lesquels la place des personnes handicapées est à part. Et même leur issue, vous voyez, vous savez que pour l'accès au stade, il faut présenter son ticket au guichet, tout le monde est dans les rangs. Mais les personnes handicapées, on leur a ouvert une autre passerelle carrément pour leur faciliter la tâche. Donc pendant que les autres sont sous le soleil et font le rang, ces personnes handicapées ne font pas le rang. Elles sont installées voilà, dans les gradins pour suivre le match. Et donc, ça se fait ailleurs, il faudrait que ça se fasse aussi dans notre pays. Il faudrait qu'on prenne l'habitude de les intégrer quand nous voulons construire même notre maison Moriagua. Si vous avez une maison à étage, vous savez que, oui, pour une personne dite normale qui a tous ses atouts physiques, il peut emprunter les escaliers rapidement. Il faut prévoir des rampes. Il faut prévoir voilà, des rampes pour les personnes handicapées parce que vous pouvez recevoir des visites où ces personnes-là n'ont pas forcément, ne sont pas sur leurs deux pieds et voudront peut-être aller au deuxième ou au troisième étage. Absolument. Donc, il faut leur prévoir des espaces comme ça. Si nous intégrons ceci dans notre culture, les personnes handicapées se sentiront mieux acceptées par la société. Je suis d'accord avec vous. Nous irons à la une du grand, non, à la une de la primeur où vous intéressez donc oui, à l'actualité. La visite, ou bien du moins la participation du président Patrice Talon donc, à ce sommet États-Unis-Afrique à Washington, Stanislas Samoa. Oui, le chef de l'État s'est envolé pour Washington dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique. Il n'y a que l'économie, le développement des différents pays, voilà, le développement des pays en développement, ainsi que justement la relation entre les pays en développement et les États-Unis constitue l'un des sujets majeurs à aborder au cours de ce sommet-là, de cette rencontre-là. C'est une rencontre de haut niveau, faut-il le rappeler, qui vient quand même remettre au goût du jour les bonnes relations que notre pays a vis-à-vis de l'extérieur, des grandes puissances comme les États-Unis, effectivement. Par exemple. Parce qu'à cette table-là, ce n'est pas tous les pays qui sont invités. Conviés, non, tout à fait. Ce n'est pas tous les pays qui sont invités. Donc, voilà, le chef de l'État a une place de choix dans les relations entre le Bénin et ses grandes puissances. Et ça montre que la diplomatie béninoise est en marche. Je voudrais jeter un pavé dans la mare, surtout avec l'organisation d'une élection inclusive qui a été un souhait
véritable pour les États-Unis. L'ambassadeur des États-Unis est revenu là-dessus, l'ambassadrice des Pays-Bas également. Je pense quand même que c'est normal que la vitalité de notre démocratie soit approuvée, soit appréciée. C'est à ce titre que le chef de l'État fait partie des autres à ce sommet-là. Oui, tout à fait. Et c'est quand même assez intéressant quand vous voyez tout ceci, vous voyez le déplacement du chef de l'État. Il aurait pu envoyer un de ses ministres, tout à fait, ministre des Finances, quelqu'un d'autre, voilà, le représenter, mais certains pays l'ont fait. Certains pays l'ont fait. Donc, c'est dire que oui, Patrice Talon est apprécié dans son mode de gouvernance par les autres États, les grandes puissances. C'est tout bénéfique pour notre pays, surtout quand on parle des relations diplomatiques, quand on parle de la situation politique. Vous savez que quand votre diplomatie n'a pas une bonne santé, vous ne pouvez pas demander de l'aide à ces grandes puissances. Et quand on parle d'aide, ce n'est pas forcément au plan financier. Il y a des aides en matière logistique, il y a des appuis techniques pour le développement industriel, par exemple. Il y a même des compétences, il y a des compétences américaines qui pourraient être utiles dans des domaines ici, au niveau de notre pays. Donc, Patrice Talon, au détour de ces échanges, voudra bien négocier sur tous ces aspects-là pour voir un peu ce qui en ressortira pour notre pays. Mais c'est déjà heureux qu'il y soit et qu'il participe à ce sommet USA-Afrique et qu'il prenne la parole. Vous savez que Patrice Talon, quand l'occasion lui est donnée de prendre la parole au nom des chefs d'État africains ou au nom de son pays, il le dit, il est ferme, en tout cas, il est plaisant à suivre, vraiment. Donc, je voudrais quand même espérer qu'il prendra la parole et que voilà, nous aurons les images. Il fait la fierté de l'Afrique. Il fait la fierté de l'Afrique, tout à fait. Et il montre davantage dans ses propos que l'Afrique est capable de prendre sa destinée en main. En main, tout à fait. Et l'autre chose dont il faut se réjouir, c'est que le conseiller de la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis soutiendront officiellement l'admission de l'Union africaine au sein du G20, l'Union africaine au sein du G20, je pense que ce sera un pas de géant. Exactement. Et merci à la réalisation qui nous propose ces images. Là, vous voyez, voilà, Patrice Talon à sa descente d'avion. On voit que c'est quand même assez bien. Merci aussi à vous, Mori Agua, pour ces images. C'est très intéressant. On voit, vous voyez, c'est quand même assez élégant, la démarche du chef de l'État. Le luxe, le luxe, la voiture luxueuse, c'est une Highlander. Vous voyez, c'est toute la prestance que requiert une démarche présidentielle. C'est ça aussi, voilà, les pas présidentiels qui descendent les marches de l'avion, l'élégance, la prestance de l'homme. Franchement, Patrice Talon, il séduit par... on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais c'est un homme qui séduit tout simplement et qui, voilà, mérite respect et admiration. Et donc, justement, on parlait du G20, voilà. Le G20, admettre l'Union africaine, en tout cas les pays africains au niveau du G20, c'est une très très bonne chose parce que ça permettra aux pays africains d'avoir maintenant droit au chapitre en matière de décision. Vous savez qu'au niveau du G20, ce sont les grandes puissances mondiales. Ils seront là où leur destin, comment on dit, ils seront là où les décisions concernant leur destin se prennent. Exactement, c'est ça, parce que très souvent, les décisions avaient été prises en leur absence, mais il n'y a que maintenant, si eh bien, l'Union africaine est admise, eh bien, les décisions se prendront en leur présence, ils participeront aux discussions. C'est une très bonne chose. On ne va pas finir sans parler du 3e anniversaire de l'émission Wade Aïha. Notre confrère Martin Koulenouko est à l'honneur. C'est le grand jury qui en parle et qui l'affiche ce matin. C'est pour le 17 décembre, Sansla Samoa. Oui, et même avant ça, hier déjà, il y a un autre quotidien qui en avait parlé aussi de ce 3e anniversaire-là. Non, déjà, c'est féliciter Martin Koulenouko pour son émission. Le féliciter en bonne et due forme. Oui, je ne sais pas ce que vous mettez dans la bonne et la due forme. C'est l'expression qu'il utilise. Ah, c'est lui-même qui utilise cette expression. D'accord, le féliciter en bonne et due forme. Oui, il dit que Martin Koulenouko en bonne et due forme. En bonne et due forme, d'accord. Moi, je voudrais vraiment le féliciter
parce que tenir une émission sur 3 années, Mori Agua, vous en savez quelque chose, ce n'est pas du tout facile, même si c'est une émission hebdomadaire, et arriver à fédérer les auditeurs autour de ça, à créer une famille autour de cet espace-là qui est devenu quand même l'un des espaces les plus suivis sur Diaspora FM. Voilà. C'est à des endroits insoupçonnés que j'entends des gens parler de cette émission. C'est ça. Donc, il a vraiment fait fort en la matière et il n'a pas fait fort sans les responsables quand même de la radio et de Eden TV qui lui ont donné cette opportunité justement de s'exprimer, qui lui ont donné la tranche pour que justement il puisse tenir en haleine les auditeurs tous les vendredis soirs. Donc, c'est une très bonne chose. Nous remercions tous les responsables de la radio, Diaspora FM, de Eden TV, de toute la maison qui l'accompagne par rapport à ça. Et donc, rendez-vous le 17 décembre prochain, le samedi prochain, à 14 h. Et j'ai appris qu'il y aura au cours de cet événement une production en live de l'émission. Donc, les auditeurs auront l'occasion de voir comment est-ce qu'il faisait dans les 4 minutes de Diaspora FM. De voir comment le Saint-Esprit lui tombe dessus au cours de l'émission. Quelque chose comme ça, voilà. Donc, ils auront l'occasion de voir. Voilà. Il fera l'émission en direct, en live devant les auditeurs. Donc, c'est une très bonne chose d'avoir une famille comme ça qui a sa cause. Et je pense que nous ferons le déplacement pour soutenir notre collègue. C'est très important aussi de partager ces moments de joie-là. Et vivement que l'émission Wadi Aïra puisse avoir de belles années devant elle, 10 ans, 20 ans, pourquoi pas. En tout cas, que cela s'enracine davantage dans les programmes de la radio. Faudrait-il que je le précise, c'est la promotrice Claudine Afiavi-Pudencho qui est donc la marraine de cet événement selon les informations que j'ai reçues. Campagne médiatique pour finir pour les législatives, lors de passage donc des partis politiques est connu et puis l'information. Je vais dire la plus surprenante est que les partis politiques peuvent donc passer sur les chaînes de façon gratuite, ces chaînes publiques, je pense. Je pense. Ouais. Et donc sont libres de signer des contrats avec les organes souhaités pour donc se faire parler je parle des partis politiques. Oui, tout à fait. C'est vrai que par rapport à cette information, pour préciser... C'est le matinal qui en parle. Oui, le matinal en parle, mais pour l'affaire des contrats, ce que j'ai eu plutôt, bon, c'est du pareil au même, mais c'est que ce sont les organes de presse, les médias, qui peuvent signer des accords avec les partis de leur choix. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Mais bon, c'est du pareil au même. Je me dis, oui, les organes aillent vers les partis, que les partis aillent vers les organes, c'est la même chose. Mais je me dis, pourquoi cette différenciation cette année? Pourquoi simplement ne pas faire les choses de façon équitable, demander à tous les organes de presse de faire des contrats avec tous les partis politiques, étant entendu qu'ils ne sont même pas nombreux pour cette fois-ci. Donc voilà, je n'ai véritablement pas compris et c'est ça qui suscite d'ailleurs le débat parce que depuis hier, beaucoup se posent des questions sur cette nouvelle façon de faire, ce libre choix que la Sénat a laissé pour qu'on puisse signer des contrats avec les partis, la HAC, oui, pour qu'on puisse signer des contrats avec les partis selon notre convenance, eh bien, on attend peut-être d'avoir plus de précision, mais c'est quelque chose d'assez surprenant. Bon, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Oui, justement, c'est pourquoi que toute nouvelle réforme ça nous surprend. Crée des mélancolies. Donc, je pense quand même que, bon, ça nous surprend. On n'est pas habitué à cela. On va se poser des questions, c'est normal. Mais bon. Oui, mais est-ce qu'avec ça, il n'y a pas risque pour certains médias de ne même pas avoir de contrat avec certaines formations politiques? Voilà, parce que c'est ce qui est à craindre. Si vous contactez le responsable ou les responsables d'une formation politique qui ne veulent forcément pas venir dans votre média, ils diront non. Donc, à cette allure, très peu de médias auront accès aux partis politiques. Tous les partis ont droit de passer sur les médias. Voilà, sur les médias, puis pour après, exposer leur projet de société. Je ne sais pas si c'est un souci financier ou parce que avant, je pense bien que c'est la HAC qui règle qui signe les contrats avec les médias pour ces passages-là. Est-ce que c'est un problème financier ou bien je ne sais pas, mais bon, on aura le temps d'en parler davantage. Oui, on aura le temps d'en parler, mais l'ordre de passage, c'est ainsi qu'il suit. Le premier parti, c'est le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Le deuxième
Sur la liste, c'est le Bloc républicain BR, le 3e, Mouvement populaire de libération MPL. Le 4e dans l'ordre de passage, c'est les démocrates LD. Le 5e, c'est Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le 6e parti politique, Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Le 7e, Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau. Et donc, c'est conformément à cet ordre que les 7 formations en liste seront dans les médias pendant la campagne électorale. Il faut préciser aussi que ce tirage au sort concerne tant les médias audiovisuels que la presse écrite. Et donc, voilà. Mais l'aspect selon lequel il faut faire un choix, ou voilà, il faudrait quand même qu'on y revienne d'ici les prochaines heures. Pourquoi pas les prochains jours? Peut-être, Maury Agua, essayer peut-être d'en savoir un peu plus au niveau de la HAC, ou organiser même une émission. Absolument, pourquoi pas? Pour qu'ils viennent nous expliquer avec M. Bagidi, voilà, pour qu'ils viennent nous expliquer un peu pourquoi cette réforme cette année, qu'est-ce qui a bien justifié une telle décision. Voilà. Alors, voilà, je vous remercie beaucoup. C'est moi. C'est moi. C'est moi, merci.